Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire autour du lancement du rapport d'Action Santé mondiale qui examine la prise en compte des risques associés au développement de l'intelligence artificielle en santé en France. Je suis Élise Rodriguez, je suis directrice du plaidoyer d'Action Santé mondiale. Nous sommes une association française fondée il y a 15 ans qui a pour mission de mener un plaidoyer politique en France auprès des institutions européennes, des institutions internationales, pour s'assurer que les politiques publiques s'attaquent efficacement aux inégalités en matière de santé. Notre engagement nous a conduit à nous intéresser au développement de l'intelligence artificielle au service de la santé. Et c'est vrai que l'IA représente des grandes opportunités pour les patients, pour les médecins et plus généralement pour le système de santé. Mais le déploiement de l'IA s'accompagne aussi de risques. Et ces risques sont largement documentés par différents acteurs, les acteurs académiques, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé, l'OCDE et l'Union européenne. L'une des questions majeures est notamment de pouvoir accompagner le développement d'une IA dite de confiance. En France comme ailleurs, l'IA est au centre des discussions, mais on observe qu'ici, les acteurs qui en parlent, y compris les décideurs, le font plus volontiers sous le prisme de ces opportunités. Et d'une manière générale, on remarque également qu'il y a encore peu d'acteurs de la société civile ou de représentants d'usagers qui contribuent à ces débats et à ces discussions. Nous pensons que, en tant que garant de l'intérêt général, il est essentiel que les pouvoirs publics se saisissent de tous les enjeux de l'IA, opportunités comme risques, afin de construire des politiques publiques qui permettent de faire en sorte que l'IA bénéficie au plus grand nombre et ne laisse personne. Et c'est cette réflexion qui a porté le travail d'analyse d'Action Santé mondiale et qui nous permet de publier aujourd'hui notre rapport intitulé Soignons nos algos, nos propositions pour une IA en santé de confiance. Pour cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnalités, trois experts. Bienvenue à vous et merci d'être là. J'accueille Monsieur Claude Kirchner, qui est directeur de recherche émérite d'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, et directeur du Comité national pilote d'éthique du numérique. Bonjour Monsieur Kirchner. Nous avons également le plaisir d'accueillir Monsieur Andreas Reis, qui est docteur en médecine et co-dirigeant de l'unité éthique et gouvernance de la santé à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Et enfin, nous accueillons Monsieur Arthur Dauphin, chargé de mission numérique en santé au sein de France Asso Santé, une association représentant les usagers de la santé. Je vais tout d'abord laisser la parole à Mathilde Pitaval, qui est chargée de plaidoyer et qui présentera les points clés de notre analyse, ainsi que les propositions que nous portons. Et cette présentation sera suivie d'une discussion avec nos invités. Je vous indique également qu'il est possible de nous adresser vos questions dans l'espace prévu dans le Zoom et que nous pourrons interroger nos différents panélistes à la suite de la présentation du rapport. Mathilde, je te laisse la parole. Merci Élise. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. En effet, je vais donc vous présenter brièvement les conclusions de notre rapport ainsi que les recommandations que nous avons développées pour favoriser le développement d'une IA en santé de confiance. Comme Élise vient de l'expliquer, nous nous sommes focalisés dans notre recherche sur les risques de l'IA en santé et également sur les enjeux d'encadrement de ces technologies et plus spécifiquement des dispositifs médicaux, afin de voir si les cadres qui existent aujourd'hui sont adaptés aux enjeux actuels. Euh, je vais commencer avec le premier risque qui nous a intéressés dans notre analyse et c'est celui du renforcement des inégalités et des discriminations qui peut intervenir lorsque l'on utilise l'IA dans le système de santé. Ce risque est notamment lié au fait que les IA peuvent contenir des biais qui reflètent des stéréotypes, des idées reçues sur certains types de personnes. Et ces biais peuvent impacter le calcul des algorithmes et avoir des conséquences pour la prise en charge médicale des patients suite à l'usage de l'IA. Pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, des applications ont par exemple été développées sur la base d'algorithmes pour diagnostiquer certaines maladies, par exemple des maladies de peau, des cancers, en prenant en photo les mélanomes. Or, certains de ces algorithmes faisaient davantage d'erreurs sur certains types de peau, notamment les peaux de couleur comparées aux personnes de peau blanche.
et diagnostiquer donc mal ces pathologies. Ici, on parle donc d'un biais ethnique, mais il en existe d'autres, notamment les biais en lien avec le genre ou avec l'âge. Et ces biais-là peuvent influer sur la prise en charge médicale de ces patients, donc des femmes ou des personnes âgées ou des personnes de couleur de peau différentes. L'intégration de ces biais dans les technologies d'IA n'est pas forcément volontaire et elle peut résulter de plusieurs facteurs, notamment le manque de représentativité des données qui sont utilisées pour entraîner ces algorithmes, ou encore le choix dans la sélection de variables. Mais même si ce n'est pas quelque chose qui est volontaire, ça impacte grandement les performances de ces types de technologies, notamment dans le cadre de la santé, où là, on touche aux soins et à l'intégrité physique des personnes. De plus, il y a un autre facteur qui joue, c'est la diversité qu'il y a dans les équipes qui conçoivent ces algorithmes, qui est également un facteur à prendre en compte. À titre d'exemple, aujourd'hui, on compte seulement 30% de femmes qui travaillent dans le secteur de l'IA, selon le Forum économique mondial, et c'est un impact, enfin, c'est un facteur qui rend plus difficile la détection, par exemple, des biais de genre dans le cycle de conception de ces systèmes. Au final, on se retrouve avec des systèmes qui ne sont pas infaillibles et qui ne sont pas non plus neutres. Et pour éviter que ceci représente un risque, il est essentiel qu'il soit mieux encadré et qu'on accorde une attention particulièrement importante à la bonne qualité des données qui sont sélectionnées pour l'entraînement de ces systèmes, mais aussi aux conditions de design de ces systèmes et des mesures qui sont développées pour détecter ces biais et les risques qu'ils peuvent poser. En parallèle, il est nécessaire aussi de mettre en œuvre des mesures pour évaluer de manière indépendante ces technologies avant qu'elles soient mises sur le marché, afin de s'assurer qu'elles représentent vraiment une plus-value pour tous. D'après un sondage qui date de 2022 de OpinionWay, il y a 60% des Français qui considèrent que l'IA est une avancée technologique qui doit être étroitement contrôlée. Aujourd'hui, en France, on a une démarche volontariste des pouvoirs publics. Il y a des personnes qui se mobilisent sur ce sujet, notamment au niveau interministériel, pour prendre en compte l'impact de l'IA sur le système de santé. On a par exemple des acteurs qui travaillent au sein d'une cellule éthique pour développer des cadres pour certains de ces dispositifs. Néanmoins, aujourd'hui, notre constat à nous est celui d'un manque d'encadrement de ces systèmes et surtout des lacunes dans l'évaluation de ces technologies dans la santé. Aujourd'hui, pour qu'un dispositif médical qui comprend de l'IA soit commercialisé en France, il doit obtenir le marquage CE qui garantit qu'il ne représente pas de danger pour les personnes. Or, ce marquage CE ne permet pas d'attester ni de la pertinence de la technologie en termes cliniques, ni forcément de l'efficacité de cet outil-là, ni de contrôler l'impact sur les droits humains ou les discriminations de ces outils. On peut alors se demander en France comment est-ce qu'on peut être réellement assuré que les systèmes d'IA qui sont utilisés en santé sont réellement performants et ce, peu importe mon genre, ma couleur de peau ou mon âge. Et en fait, aujourd'hui en France, il est un peu difficile de répondre à cette question parce que l'évaluation des dispositifs médicaux est un peu manque d'un cadre général. Il n'y a que certains dispositifs qui sont évalués, par exemple, par la Haute Autorité de Santé. Mais cette évaluation, elle ne concerne que certains dispositifs qui peuvent être pris en charge par l'assurance maladie. Or, tous les autres systèmes d'intelligence artificielle qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, et là, il s'agit de la majorité des systèmes d'IA qui sont développés en santé aujourd'hui, ne sont pas évalués par la Haute Autorité de Santé. On peut notamment citer les IA qui sont développés pour les médecins dans le cadre de l'aide au diagnostic ou d'autres technologies pour l'analyse de données médicales, par exemple. Or, ces technologies-là peuvent elles aussi contenir des biais, faire des erreurs et donc avoir un impact négatif sur le parcours thérapeutique des patients. En parallèle de ça, face un peu à ce flou qui existe sur l'encadrement des dispositifs, les acteurs privés qui développent ces technologies ont commencé à s'organiser et à s'inscrire dans une démarche de normalisation volontaire afin de certifier en quelque sorte leur technologie ou leur processus pour assurer qu'ils respectent certains critères d'éthique ou de qualité. Ils ont donc commencé à développer des labels qui sont parfois des labels privés ou des labels publics privés pour certifier leur technologie.
Or, ce que nous, on a remarqué, c'est que le développement de tels labels se fait un peu de manière désorganisée, selon des critères qui divergent, qui ne sont pas forcément les mêmes pour tous. Ainsi, on se retrouve avec des labels qui évaluent des choses totalement différentes, par exemple la bonne supervision humaine du cycle de conception des algorithmes, ou encore d'autres qui attestent de la bonne qualité des données, de l'attention qu'il est donnée aux données justement dans le cadre du développement des IA, ou encore des labels qui étudient la maturité des organisations sur certains critères de diversité, par exemple. Notre constat face à tout ça, c'est qu'il manque une réelle démarche harmonisée et poussée par les pouvoirs publics pour encadrer ces technologies et pour que cette démarche de normalisation fonctionne réellement et permette le développement d'IA en santé qui soit de confiance. Pour favoriser le développement de ces IA qui soient de confiance pour tous, il est nécessaire de clarifier et d'améliorer le cadre qui existe pour ces dispositifs. L'une des solutions auxquelles nous, Action Santé Mondiale, avons pensé est celle d'un label public ou en tout cas d'une démarche de labellisation qui soit harmonisée et mise en œuvre par les pouvoirs publics qui permettrait aux différents acteurs de s'aligner et qui pourrait être un outil incitatif fort pour aller plus loin dans l'encadrement des technologies. Donc, c'est sur cette idée que porte notre première recommandation. Cela permettrait également d'harmoniser les initiatives multiples et cette démarche de label public pourrait s'adosser à des principes éthiques que de nombreux acteurs portent et sur lesquels ils se sont mis d'accord. Je pense notamment aux principes éthiques développés dans le cadre de l'Union européenne ou de l'OCDE, mais il en existe d'autres. Afin de pousser cette démarche incitative encore plus loin, on pourrait également imaginer que la conformité à ce label pourrait également aller plus loin et pourrait devenir une condition à l'octroi de financement public pour les développeurs d'IA. En parallèle, il est nécessaire également de continuer le travail qui est fait sur le processus d'évaluation des technologies d'IA en santé et que ce processus soit clarifié et renforcé, car aujourd'hui, il y a trop peu de dispositifs d'IA qui sont réellement évalués et par les acteurs nationaux. Nous proposons donc que les acteurs publics s'attellent davantage à ce chantier et qu'ils renforcent la démarche d'évaluation des dispositifs médicaux qui comportent l'IA et par ce biais, je veux dire, de tous les dispositifs médicaux qui comportent de l'IA et pas seulement ceux qui sont disposés à être remboursés par l'assurance maladie. Et en ce sens, selon nous, il est essentiel de renforcer le mandat de la Haute Autorité de Santé en ce sens, puisque la Haute Autorité de Santé a déjà entamé des travaux sur ce sujet et cela pourrait être bénéfique d'avancer sur ces questions avec cette autorité-là. Pour continuer mon développement, je voudrais maintenant faire un petit tour par le niveau européen, car il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement pour le développement de l'IA et aussi par rapport aux données de santé. En effet, il y a de nombreux règlements qui sont sur le point d'être mis en œuvre par les États membres de l'Union européenne. Je pense notamment à l'AI Act ou règlement sur l'IA, ou le règlement qui vise à mettre en place un espace européen des données de santé. Sans entrer forcément dans le détail, l'AI Act est clé parce qu'il va ajouter des critères, notamment pour l'obtention du marquage CE pour les systèmes d'IA dits à haut risque. Et parmi ces systèmes d'IA à haut risque, on retrouve par exemple les dispositifs médicaux. De son côté, l'espace européen des données de santé, qui devrait entrer en vigueur à l'automne, il me semble, permettra de faciliter les démarches d'accès aux données de santé, donc pour la recherche et le développement futur de nouvelles technologies. Or, si ces textes-là sont des avancées clés pour le développement d'IA de confiance, il est nécessaire, enfin, leur mise en œuvre repose sur les États membres et le travail qui va être fait au niveau des autorités et des organes nationaux pour les appliquer. C'est pourquoi, afin d'encadrer efficacement les systèmes d'IA en santé par rapport à tout ce que je viens de vous dire sur les biais, mais également pour assurer une mise en œuvre optimale et efficace des futurs règlements européens,
il est nécessaire que les pouvoirs publics se dotent de moyens nécessaires et dotent les agences et les autorités nationales qui sont compétentes pour les appliquer des moyens nécessaires afin que celles-ci puissent participer à l'encadrement public des technologies d'IA en santé. Et cela fait l'objet donc de notre troisième recommandation. Et j'en viens maintenant à un dernier point qui a retenu aussi notre attention dans le cadre de notre analyse, c'est le lien avec la protection des données. L'usage de l'IA dans le domaine de la santé est intimement lié à la question de la gestion des données de santé et de notre capacité à protéger, à continuer à protéger les citoyens face aux différents acteurs. En effet, l'utilisation de l'IA va nécessairement de pair avec l'usage de données à grande échelle, à la fois pour entraîner les algorithmes, mais également pour les faire fonctionner. Or, ces données sont de plus en plus convoitées par l'ensemble des acteurs qui vont développer ces technologies. Euh, En parallèle de ce phénomène-là, on observe aussi des démarches qui sont prises pour davantage rendre accessibles les données de santé et simplifier les procédures d'accès afin justement d'encourager la recherche et l'innovation grâce aux données. Et cela dans le cadre qui existe pour protéger les personnes. Je pense par exemple au Règlement européen pour la protection des données, donc le RGPD. Ces démarches-là de centralisation des données, de stockage et de simplification aussi des procédures d'accès, elles sont essentielles parce qu'elles permettent de développer des technologies de qualité et de confiance, des technologies qui ne contiennent justement pas de biais, par exemple. Mais ça pose aussi la question de la sécurité des personnes et de leurs données et la question voilà, de protéger les personnes dans un contexte qui, aujourd'hui, on voit se multiplier les attaques cyber, les vols de données, et c'est quelque chose qui existe et qui est de plus en plus récurrent. De plus, ces démarches-là, elles posent aussi la question euh, de la souveraineté pour voilà, la collecte et la centralisation de ces données. Finalement, dans ce contexte-là, s'entremêlent des intérêts divers et variés, par exemple de l'ordre de la protection de la vie privée, mais également des intérêts économiques et voire géopolitiques. On l'a par exemple vu avec les questions qui ont été soulevées lors des discussions pour l'hébergement du Health Data Hub par Microsoft en France. Et donc, la question des données, elle est particulièrement délicate car il y a à la fois la question d'avoir accès à ces données pour la création de systèmes d'IA qui soient de qualité, mais cette accessibilité-là et ces données ne peut pas se faire au détriment de la protection des personnes et de leurs droits et de leur vie privée. C'est pourquoi, face à ces enjeux, pour nous, il est nécessaire de continuer à protéger les personnes, à protéger leurs données et leur vie privée. Et c'est ce que nous recommandons justement aux décideurs français. Nous recommandons qu'ils mettent l'accent vraiment sur la protection des personnes et de leurs droits, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'espace européen des données de santé, qui pose déjà de nombreux débats. Euh, et en parallèle de ça, l'accès aux données de santé pour le développement de l'innovation doit se faire dans un cadre éthique. Et c'est pourquoi les organes de contrôle qui décident de qui a accès aux données, pour quel projet, dans quel cadre, jouent un rôle clé dans le panorama qui existe aujourd'hui. Et il est, selon nous, nécessaire de garantir l'indépendance de ces organes-là afin de préserver les droits et la protection des personnes. Je vais donc clore ma présentation là-dessus. J'ai abordé tous les points que nous avons développés dans notre rapport. Vous pourrez retrouver pardon, sur cette slide toutes nos 4 recommandations. Avec ces recommandations, nous portons vraiment le message que les pouvoirs publics doivent prendre en compte les risques dans les politiques publiques d'encadrement des technologies d'IA en santé, dès maintenant et à l'avenir également, afin d'assurer que tout le monde bénéficie au mieux de ces technologies et que celles-ci ne laissent personne de côté. Et Elise, du coup, je te laisse la parole pour la suite de la discussion.
Merci infiniment, Mathilde, pour cette présentation du rapport, de nos constats, mais aussi une présentation des propositions en fait qu'Action Santé Mondiale met sur la table et partage avec la communauté des personnes qui s'intéressent à toutes ces questions. Et donc pour cette deuxième partie, je vais accueillir à nouveau et présenter à nouveau notre panel. Donc on a le plaisir en fait pour cette discussion d'accueillir Monsieur Claude Kirchner, qui est directeur de recherche émérite d'INRIA, l'Institut national euh, de recherche en sciences et technologies du numérique, et directeur du Comité national pilote d'éthique du numérique. Nous avons également le plaisir d'accueillir Monsieur Andreas Reis, docteur en médecine et co-dirigeant de l'unité éthique et gouvernance de la santé à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Et enfin, nous accueillons Monsieur Arthur Dauphin, chargé de mission numérique en santé au sein de France Asso Santé, une association de représentant les usagers de la santé. Merci encore à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Et je vais peut-être commencer par interroger notre panel et peut-être commencer par vous, Monsieur Kirchner, avec une question toute simple qui est est-ce que vous pourriez partager avec nous votre façon de percevoir les propositions, ce que vous avez pensé des analyses présentées par ma collègue et comment en fait vous les percevez en termes de faisabilité et aussi de pertinence, bien sûr. On vous écoute. Oui, bonjour à vous toutes et tous. Je vous remercie de m'associer à cette réflexion et surtout à cette présentation qui, en fait, rejoint celle que nous avons eue en particulier dans le cadre du Comité national pilote d'éthique du numérique, dans plusieurs avis. Certains en commun avec le CCNE pour donc le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Et donc, on retrouve là un certain nombre de considérations éthiques qu'ensuite vous déclinez en propositions de réglementation et voire d'évolution de la loi pour certaines parties, et donc qui me semble tout à fait cohérent avec ce qu'on a avancé. Donc, je parlais du CNPEN, je parlais du CCNE, mais on peut aussi, bien sûr, parler de l'Académie nationale de médecine, qui récemment a publié également une dizaine, exactement une dizaine de recommandations sur exactement ce même sujet que bon, je pourrais éventuellement vous mentionner, mais qui aussi clairement recoupe certaines des vôtres. Et puis, d'autre part, bien sûr, des entités comme la HAS que vous avez bien mentionné, la CNIL, évidemment, dans son rôle fondamental autour des libertés individuelles, et puis d'autres entités comme en particulier en France la Direction nationale du numérique en santé ou bien sûr des instances européennes ou internationales. Et c'est super, effectivement, que vous ayez pu inviter, par exemple, l'OMS, qui est aussi a avancé sur ces sujets. Donc, par rapport à ceci, je dois dire que j'ai trouvé intéressant votre titre, hein, qui justement permet de relier les aspects santé et algorithmique. On pourrait dire aussi aller jusqu'à la programmation, bien sûr. Et puis, d'autre part, je voudrais mentionner le fait que vous, tout en étant particulièrement attentif aux aspects risques, vous décrivez aussi de façon pertinente les opportunités. Et je pense que cette mise en balance des deux est quelque chose qui, bien sûr, fait partie de nous, ce qu'on travaille au niveau éthique, de façon à pouvoir comprendre, réfléchir sur ces conduites humaines et ces valeurs qui les fondent. Mais vous avez bien aussi balancé ces deux aspects-là avec, d'une part, un survol des opportunités et puis un approfondissement des différents risques. Et parmi ceux-là, je pense que quand vous mentionnez en particulier le fait que on se retrouve avec ce principe de non-malfaisance qui est en fait d'une certaine façon implémenté par le label CE.
c'est une bonne chose, effectivement. Par contre, ce principe de bienfaisance qui est fondamental en biomédecine, on ne le retrouve pas, d'accord, dans les labellisations qui sont proposées. Et donc, c'est une vraie lacune sur laquelle, je pense, le domaine français a commencé à travailler, dont en particulier la HAS, dont vous mentionniez, vous mentionnez dans le rapport en particulier qu'il y a un travail qui a été déjà réalisé en tant que guide pour pouvoir aider les professionnels à prendre des décisions sur les dispositifs numériques qu'ils souhaitent pouvoir utiliser dans le cadre de leur mission. Donc, donc effectivement, une réflexion intéressante qui permette de bien comprendre comment on prend en compte ces deux principes essentiels de bienfaisance et de non-malfaisance, mais aussi votre approche intéressante de la justice et de l'autonomie, et donc qui également se retrouve dans vos différentes recommandations. Euh, je, je voudrais terminer en disant que je trouve que votre rapport qui est titré sur l'intelligence artificielle, je pense, concerne l'ensemble du numérique et pas seulement l'intelligence artificielle. Et je pense que l'ensemble du numérique en santé nécessite cette approche appropriée, avec une vision claire des opportunités, des risques, mais aussi de l'ensemble des enjeux d'éthique sous-jacents. Donc, c'est une première remarque. C'est aussi un point important euh, que vous soulignez de faire en sorte, enfin, que vous soulignez, mais pas en tant que tel, mais qui est repris en particulier par le CCNE, le CCNPEN, mais aussi l'Académie nationale de médecine, c'est-à-dire qu'il ne serait pas éthique de ne pas permettre l'utilisation de tels outils numériques en médecine. D'accord? Donc, néanmoins, au-delà de cette première, euh, je dirais, prise de position, et il est fondamental de permettre une supervision humaine qui est absolument indispensable dans ce contexte-là, sachant que les systèmes algorithmiques ne sont pas à même de prendre des décisions. Ils ne sont pas conçus pour prendre des décisions, ils sont conçus pour aider à prendre des décisions. Et donc, dans ce contexte-là, c'est vraiment fondamental de faire en sorte que la supervision humaine soit incluse. Et dans ce cadre-là, je pense que, un point qui me semble être important sur lequel insister, c'est la question de l'éducation. Éducation au numérique, comment peut-on comprendre, évidemment, comment peut-on appréhender quelque chose qu'on ne comprendrait pas ou dont on ne voit pas les fondements ou qu'on n'arrive pas pour laquelle on n'arrive pas à se faire une opinion. Et pour ça, il faut nécessairement euh, avoir une éducation en numérique qui est en particulier en France en train de se mettre en place, mais pour laquelle on ne peut pas dire qu'on soit en avance. Et puis le deuxième point, c'est que c'est aussi important de se former à l'esprit critique et au fait que dans ce cadre-là, en particulier, l'éthique et le développement de l'éthique est important. Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est que nous nous formions collectivement à la discussion éthique, l'échange éthique, et qui nous permet ensuite de pouvoir prendre des décisions, des bonnes décisions ou de meilleures décisions, on va dire. Et c'est ce que c'est un peu, j'ai l'impression, le trajet que vous avez suivi dans votre raisonnement, en dissociant bien, d'une part, une réflexion de fond et d'autre part, des propositions relatives à la réglementation et au droit. Donc, globalement, j'ai vraiment envie de dire bravo pour ce rapport et l'opportunité qu'il offre à l'ensemble de notre société, pas seulement française, mais européenne ou internationale, de pouvoir mieux se positionner par rapport à cette opportunité, mais aussi ces risques du numérique en santé. Merci beaucoup, Monsieur Kirchner. Je reviendrai vers vous parce que j'ai des questions supplémentaires, mais je vais me tourner vers Monsieur Reiss. Monsieur Reiss, bonjour et merci encore d'être avec nous. Voilà, avec cette question, en quoi les enjeux décrits dans ce rapport et peut-être certaines propositions portées par Action Santé mondiale font-elles écho aux travaux menés par l'Organisation mondiale de la santé sur l'IA?
Bonjour et merci encore pour cette invitation. Je suis très content d'être avec vous ce midi. Et je dois dire que du point de vue de l'OMS, ce rapport de Action Santé mondiale pour une IA en santé de confiance est vraiment le bienvenu. Il est très important de mon point de vue que la société civile se charge de ce thème. Une mobilisation des citoyens est indispensable pour construire le futur de nos sociétés avec le IA, pas seulement dans le domaine de la santé, mais aussi plein d'autres. Et il est important de ne pas laisser seulement les grandes entreprises avec beaucoup de pouvoir déterminer les règles de jeu. Les nouvelles technologies telles que le editing du génome humain et le IA ont un potentiel énorme pour le développement humain et la santé mondiale. Par exemple, comme vous le décrivez bien, le IA dans le domaine de la santé est déjà utilisé comme outil diagnostique, surtout en ce moment, mais aussi pour la gestion des hôpitaux, pour la recherche et le développement des nouveaux vaccins ou médicaments, ou bien aussi pour la veille sanitaire pour les épidémies, par exemple dans le centre de veille épidémique de l'OMS à Berlin. Bien utilisé, le IA a le potentiel, dans le moyen terme, d'améliorer l'accès aux soins et contribuer au but primordial de l'OMS qui est la couverture universelle de santé dans le futur. En même temps, le IA pose des risques importants qui doivent être pris en charge par les décideurs, les politiciens et nous tous finalement. Notamment, il y a des risques de discrimination, des risques pour la protection des données et les risques liés à l'accès inéquitable de ces nouvelles technologies que votre rapport, je trouve, décrit très bien. C'est pour cela que l'OMS, en 2021, a déjà publié des lignes directrices sur les aspects éthiques et de la gouvernance de l'IA dans le domaine de la santé. Et l'OMS a formulé 6 principes fondamentaux éthiques euh, qui sont les suivants. Un, c'est protéger l'autonomie des personnes. Deux, promouvoir le bien-être, la sécurité humaine et l'intérêt public. Trois, garantir la transparence, l'explicabilité et la compréhension. Quatre, favoriser la responsabilité et la responsabilisation. Cinq, garantir l'inclusion et l'équité. Et six, promouvoir une IA réactive et durable. Le rapport de Action Santé mondiale fait une analyse des états de lieu qui est tout à fait en accord avec les principes publiés de l'OMS et je trouve on retrouve beaucoup de points qui sont tout à fait cohérents avec les rapports de l'OMS qu'on a émis, pas seulement en 2021, mais aussi plus récemment sur Generative AI, juste il y a 2 mois. Et je crois que je termine par ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Reiss. Et vous mentionniez, et merci de le souligner, effectivement, l'importance de la mobilisation de la société civile pour contribuer à ces questions. On y reviendra peut-être, mais c'est l'occasion pour moi de donner la parole à Arthur Dauphin de France Asso Santé, qui est l'organisation en France de référence pour représenter les patients et les usagers du système de santé. Bonjour Arthur. En fait, voilà, même question. Quel regard vous portez sur cette analyse proposée par Action Santé mondiale, l'analyse des enjeux, mais aussi peut-être sur certaines propositions. En quoi font-elles écho à éventuellement des discussions en cours au sein de France Asso Santé et plus largement au sein des patients?
Merci beaucoup. Et effectivement, je vais souligner la qualité du rapport qui dresse, ça a été dit précédemment, mais un panorama assez complet et intéressant du coup sur ce sujet et les nombreux enjeux de l'IA et aussi du numérique. Et c'est vrai que mon premier propos, ce serait que très aligné bien sûr avec ce titre Soigner les algos. Et il ne faut pas aussi oublier, et c'est vrai que c'est la perspective des usagers, de la santé et des patients, qu'il faut soigner les algos en premier et ensuite il faudra qu'on soigne les usages et ça va être un défi pour l'IA en santé. Et pour rebondir plus directement sur du coup notamment les recommandations du rapport, il y a eu pas mal de travaux d'actualité dont certains ont été soulignés là dans la présentation sur les sujets et notamment autour des recommandations que vous faites sur la question de l'utilisation, l'accès, le partage des données de santé qui est nécessaire hein, dans les travaux sur l'intelligence artificielle, puisqu'on a eu la commission sur l'intelligence artificielle qui a rendu récemment un rapport assez complet qui préconisait notamment de libéraliser l'accès aux données de santé, un peu en caisse de résonance avec ce qu'on peut en prendre d'un certain nombre d'acteurs privés hein, en France qui s'en cachent plus. On a eu le rapport aussi fédéré les acteurs de la réutilisation des données de santé rendu par M. Jérôme Marchand-Harvier en début d'année également, donc actualité chargée, qui insistait sur cet aspect-là et réclamait un pilotage plus stratégique aussi à l'échelle gouvernementale. Ça a du coup un impact sur la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, qui va aussi voir un peu ses missions revues pour renforcer son rôle dans ces éléments. Et c'est important, et je pense que ça fait directement écho aussi à ce que vous mentionnez, autant dans la troisième et quatrième recommandation, hein, sur les moyens donnés aux agences pour préserver leur indépendance et puis leur impact, parce que c'est bien d'avoir des agences, mais c'est encore mieux si elles ont une action qui est vraiment significative. Ça, c'est quelque chose en tout cas qui résonne beaucoup, qui fait écho avec des positions que nous on défend au nom des patients et des usagers. Et puis c'est vrai que sur cette question peut-être plus spécifique, parce qu'un certain nombre d'enjeux ont été déjà commentés, hein, sur cette question des données de santé et notamment de la souveraineté numérique, qui est effectivement avoir au-delà du simple question des données de santé finalement, parce que pareil, on a beaucoup de débats et d'évolutions, même dans le cadre législatif français en cours. Et nous, c'est vrai qu'on aime aussi à rappeler que la question de la souveraineté numérique, c'est pas que savoir finalement dans quelle frontière se situe un serveur informatique, mais c'est avant tout s'assurer qu'en tant que société, vraiment collectivement, nous soyons maîtres des règles du jeu finalement qui définissent tous ces usages et leur développement et que ces règles du jeu, elles ne soient pas en fait imposées par l'avancée des acteurs de l'innovation et qu'on soit constamment finalement à essayer de rattraper ces innovations qui nous échappent. Et donc c'est vrai que l'anticipation n'est pas facile, mais la souveraineté numérique, c'est aussi cet aspect-là. Donc évidemment, ça a trait à les règles de circulation, de partage et d'utilisation des données de santé, dont l'intelligence artificielle est dépendante, puisque c'est aussi le premier levier pour diminuer les biais, hein, qui sont bien décrits dans le rapport. Et donc c'est évidemment essentiel hein, de pouvoir jongler avec cette notion-là. Alors même que ces biais, bah, ils peuvent remettre en cause, entre guillemets, la solidarité nationale de notre système de santé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps. Donc il faut l'identifier, le dire et identifier comment on peut faire mieux. Et je salue ce qui a été évoqué sur la supervision humaine par Claude Kirchner notamment. Je ne vais pas répéter ce qui a été rapporté par les deux panélistes avec lesquels je vous dis, hein, on se retrouve tout à fait alignés sur un grand nombre de sujets, bien sûr. Et peut-être pour finir un peu sur cet aspect-là en réaction, pareil, en écho avec l'espace européen des données de santé, donc règlement européen adopté ces dernières semaines qui était évoqué pendant l'introduction, qui va arriver du coup pour faciliter le partage des données de santé. En fait, on a bien vu, les débats ont été assez révélateurs puisqu'ils ont beaucoup tourné autour de cette question, les droits des usagers, est-ce qu'ils doivent avoir un consentement, est-ce que ça doit être un droit d'opposition, est-ce qu'il doit y avoir rien, est-ce qu'on ne leur demande pas leur avis finalement quand on utilise leurs données de santé pour la recherche, pour l'IA, pour d'autres usages. On voit que le consensus, il n'est pas si simple autour de la place des patients, des usagers dans les décisions de ce qui est fait de leurs données de santé. Donc, il faut vraiment qu'on puisse avoir un dialogue éclairé et équilibré également. Donc, c'est essentiel de pouvoir compter sur une écoute citoyenne. Et puis, ça a été un petit peu dit par une coalition, on va dire, de la société civile. Donc, ce rapport, en ce sens-là, est très utile et très pertinent. Merci beaucoup pour cette contribution. Peut-être revenir sur un point et je me tourne à nouveau vers Monsieur Kirchner parce que c'est une question qu'on s'est posée en fait lors de nos recherches et de nos réflexions. Et donc je profite de vous avoir. Alors attention, la question est peut-être un peu large, mais en fait, comment faire pour que des principes éthiques soient effectivement appliqués et mis en œuvre? C'est-à-dire qu'il y a toute la richesse en
fait de la démarche éthique, bien entendu, mais ensuite il y a la question de comment on fait pour les appliquer et qui doit les appliquer. Nous, on s'est positionné du côté des pouvoirs publics, mais peut-être voilà, avoir un peu votre sentiment sur vous émettez en fait des avis dans le cadre de vos travaux. Est-ce que ces avis voilà, quelle est la portée de ces avis? On a voilà, la question de la frontière, on va dire, entre la réflexion, l'élaboration de ces principes éthiques et ensuite, effectivement, leur mise en œuvre, leur applicabilité et qui, selon vous, doit s'en préoccuper. Euh, oui, merci de la question qui est effectivement tout à fait importante et pertinente. Euh, Évidemment, le travail, l'énergie en particulier au niveau du Comité national pilote d'éthique du numérique, on met en œuvre, mais pas seulement, hein, typiquement ce que vous avez fait et ce qu'on peut faire au niveau européen et international. Tous ces éléments de réflexion, comment peut-on les faire passer à l'action? Alors d'abord, premier point fondamental, je pense que c'est vraiment important de bien dissocier la réflexion de l'action. Je pense qu'il s'agit de bien arriver à identifier, expliciter le contexte dans lequel tout ceci se passe et d'avoir donc des éléments de réflexion qui soient solides, qui soient communicables et communiqués. Et votre initiative, par exemple, d'aujourd'hui, la façon de procéder est tout à fait intéressante voilà, il faut qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on peut faire pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à cette information et aider à continuer à développer ces réflexions. Et à partir des réflexions, il y a un certain nombre d'entités qui sont à même, dans un pays démocratique, de pouvoir prendre des décisions, que ce soit au niveau législatif ou que ce soit au niveau réglementaire, avec l'idée que dans notre contexte actuel d'évolution extrêmement rapide des sciences et des technologies, en particulier autour du numérique et du médical, on a besoin d'avoir une réactivité par rapport à justement ces avancées. Et c'est bien une des difficultés aujourd'hui de faire en sorte que, à la fois, on soit capable de proposer des réglementations, que ces réglementations soient mises en œuvre, mais aussi qu'on puisse les réviser de façon appropriée en ayant une observabilité et une réactivité importante. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas si bien faire que ça, parce que comme vous le mentionnez dans votre rapport, on a besoin d'avoir des éléments d'évaluation de ces différents systèmes et de leur utilisation, hein. Il ne faut pas dissocier, bien sûr, les deux. Et en fait, dans ce cadre-là, il faut qu'on ait une boucle de retour vers la réflexion, mais aussi vers le législateur, vers la réglementation, pour faire en sorte qu'on sache mieux l'adapter. Ceci dans un contexte encore en plus multiculturel, où en fait, bah, on n'est pas juste là, déjà en France, qui est un pays où la communauté francophone qui est déjà culturellement très riche, avec des opinions qui peuvent être très différentes, avec des pratiques qui peuvent être très différentes, mais aussi dans un contexte multiculturel aujourd'hui, international, qu'on ne peut pas ignorer parce que justement, la santé comme nous le partageons tous ici, c'est une question de santé globale et pas juste d'une situation locale. Voilà, donc pour, pour conclure sur, entre guillemets, conclure sur votre question, je pense qu'il faut vraiment bien dissocier réflexion d'action, mais il faut que ces actions soient reprises par la réflexion et puissent en quelque sorte être dans un cercle virtueux dans lequel on puisse faire adapter de façon raisonnablement souple les différents règlements et les différentes lois dans un contexte où c'est fondamental, comme ça a été en particulier bien insisté par nous tous, je pense, sur la participation des patients, la participation des non-patients, parce qu'il n'y a pas que les patients, hein, il y a vraiment l'ensemble des individus, l'ensemble des personnes qui doivent pouvoir être associés à cette réflexion
avec toutes leurs spécificités et leurs caractéristiques propres. Merci beaucoup. J'avais aussi une question pour vous, Monsieur Reiss. Mathilde, ma collègue, faisait référence aussi aux discussions et aux débats qui ont eu lieu très récemment autour de notamment la négociation pour l'AI Act, donc au niveau européen. Et aussi, je rappelais aussi sur le contexte français, on va dire qu'on est dans un environnement où on nous répond souvent en fait que l'encadrement de l'IA risque de freiner l'innovation. Euh, que d'encadrement va nous faire prendre du retard face aux Chinois, face aux Américains. Et donc, je voulais un petit peu avoir votre regard en fait sur ce discours ambiant autour du risque en fait que fait peser trop de réglementation sur l'innovation et plus généralement en fait voilà oui, ce fort, comment dirais-je, prisme, on va dire, économique hein, sur ces questions-là. Oui, merci beaucoup pour cette question. Bon, tout d'abord, je veux quand même dire que la France, même si peut-être les ONG sont tous, pas tous complètement contents, quand même avec la création d'un comité d'éthique spécifiquement pour la médecine digitale et le IA, c'est quand même un leader mondial sur ce thème. Il n'y a pas beaucoup de pays qui attachent tellement de valeur à la discussion de l'éthique dans ce domaine et à constituer même un comité spécifique pour cela. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Euh, bon, après, la question, c'est c'est discuté beaucoup au niveau mondial. Est-ce que les normes peuvent effectivement freiner le développement ou est-ce que peut-être les pays où il n'y a pas tellement de réglementation ont un avantage, disons, économique parce que il y a peut-être, c'est plus facile de développer des nouvelles technologies sans être freiné par des valeurs je crois que bon, il n'y a pas vraiment, de ma connaissance, des études scientifiques sur ces questions, mais euh, je crois que ça a beaucoup à voir avec le titre de votre publication, la confiance. Et pour moi, c'est très important, c'est peut-être primordial, et que la population, les patients, peuvent avoir de la confiance dans les technologies. Et je voudrais dire, s'il n'y a pas de confiance, finalement, au bout de compte, ces technologies vont pas être utilisées pour le plus grand bénéfice, vont pas être acceptées par la population. Et c'est pour cela, je crois que au contraire, c'est important d'avoir des règles, des réglementations, des lois adaptées et très claires pour que tout le monde puisse avoir confiance dans les outils de l'IA qui sont utilisés dans le contexte clinique, mais aussi dans d'autres contextes, par exemple, comment dire, les voitures qui conduisent tout seuls. Et donc, c'est très important d'être sûr sur les mesures de sécurité et avoir la confiance dans ces technologies. Merci beaucoup. Et donc, justement, vous parlez de confiance et je voulais me tourner vers vous, monsieur Dauphin. Dans le rapport, je crois qu'on cite aussi un chiffre d'un sondage qui a eu lieu d'ailleurs très récemment, hein, tout début de l'année 2024, où on voit que 86% des Français considèrent les données de santé comme des données sensibles. Et donc, Mathilde, ma collègue aussi en parlait, il y a effectivement un enjeu
de gagner ou de maintenir ou de conquérir cette confiance quand il s'agit de l'utilisation des données de santé. Est-ce que cette inquiétude, vous la ressentez au sein du réseau France Asso Santé quand vous discutez avec les différentes parties prenantes? Est-ce que vous avez effectivement été confronté à l'inquiétude des patients sur l'utilisation de leurs données de santé? Et puis peut-être avoir aussi votre éclairage sur, on a un petit peu abordé cette question d'une forme de dilemme en fait qui existe et il y a oui, une question entre comment ne pas opposer droit des usagers sur leurs données de santé et besoin des données de santé pour un développement efficace en fait des données de l'IA et avoir un petit peu voilà, votre sentiment sur comment ces questions sont discutées au sein de France Asso Santé. Merci beaucoup, Élise, effectivement, pour répondre. Je pense dans la continuité aussi de certains des commentaires qui ont été faits. Il faut déjà repartir un peu de la perception finalement qui est partagée, effectivement, au-delà des patients, mais vraiment usagers du système de santé de manière large et même citoyens qui ressentent quand même une vraie opacité sur les sujets aujourd'hui du numérique déjà et encore plus sur l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que enfin, nous on rappelle souvent que l'imaginaire collectif, notamment sur l'IA, il est quand même connoté très négativement puisqu'il y a peu de films hollywoodiens où l'IA essaye de sauver le monde. C'est plutôt souvent l'inverse. Donc il y a beaucoup de choses à faire, surtout qu'on a cette avancée exponentielle des innovations qui fait que beaucoup des personnes se sentent de plus en plus en décalage. Et en fait, aujourd'hui, on a 14 millions de personnes en France qui sont éloignées du numérique pour tout un tas de raisons différentes. Hein. Ce n'est pas que les seniors, très loin de là. Et ce n'est pas un chiffre qui va diminuer de manière mécanique, parce qu'au contraire, cette avancée exponentielle des innovations, elle va continuer à nous mettre un peu plus en porte-à-faux. Et donc, il y a un vrai enjeu finalement de rendre un peu plus lisible ou de définir vraiment de manière plus explicite aussi un contrat social sur cette question notamment du partage des données de santé, de prendre en compte aussi la défiance que peuvent avoir du coup les usagers envers pas forcément que les acteurs technologiques, mais aussi une part des institutions, hein, mine de rien, et on ne parle pas que de minorités, on va dire, anti-vaccination, etc., et qui ressentent finalement peut-être, et c'est le risque en tout cas qu'il peut y avoir, une confiscation un petit peu des bénéfices aussi des usages de l'intelligence artificielle. Et je vais saluer le travail qu'a effectué la Quadrature du Net, notamment sur l'utilisation de l'algorithme pour la détection de la fraude aux aides sociales, qui montre bien comment on peut faire dériver l'utilisation de ces outils, pas forcément au bénéfice du collectif finalement, et le détourner. Alors pour autant, la santé porte beaucoup d'espoirs hein, qui sont évoqués bien sûr dans le rapport, une médecine personnalisée, une organisation plus prédictive du système de santé, accélération de la recherche, c'est évidemment essentiel. Et pour bien mettre en avant, on va dire, ces espoirs, la place des professionnels de santé, elle est indispensable. Est-ce qu'il faut finalement peut-être repartir de ce que tout ça peut apporter réellement aux patients et même au collectif un peu plus large, et avec quel niveau de preuve aussi, hein, évidemment, pour que ça fasse sens finalement de partager ces données de santé et conjuguer finalement cette un peu dichotomie entre protection des données et ouverture des données, dont les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que les acteurs d'innovation ne doivent pas brader la confidentialité des données et les droits des patients qui sont associés, donc. Et évidemment, nous, on souhaite aussi que les règles d'accès aux données soient équilibrées. Il faut qu'il y en ait suffisamment et le curseur n'est pas si facile à ajuster pour que justement la confiance des usagers soit entière dans ce qui est fait de leurs données. Ce qui est absolument essentiel pour que justement le déploiement technologique hein, de l'IA soit de confiance avec le moins de biais possible, ce qu'on expliquait. Et c'est un défi complexe à plusieurs niveaux, évidemment. Il y a différents niveaux de maîtrise du numérique avec les enjeux associés, aussi autour des droits associés, parce qu'il faut comprendre tous les enjeux pour exercer ces droits, comprendre qu'on en a et qu'est-ce que ça veut dire. Prendre en compte les différences qui existaient au sein de la population, évidemment, entre aussi ceux qui souhaitent avoir une maîtrise entière sur ce qui est fait de leurs données de santé et tout décider, avoir la main sur tout, et ceux qui souhaitent finalement porter toute leur confiance dans les institutions, le cadre qu'elles vont créer et ce qui va se faire dans ce cadre. Et finalement, pas être proactif dans leurs décisions. On avait participé à une concertation, une consultation européenne en ligne, le débat des données de santé qui a été mené notamment par le FDATUB au niveau de la France, qui montrait bien finalement qu'il y avait tout un tas de perceptions qui se superposaient et qu'il fallait prendre en compte. Donc c'est à la fois un défi culturel, mais aussi un défi sociétal pour que le cadre mis en place sur le partage de données de santé
puisse répondre justement à cette diversité d'exigences que peuvent avoir les usagers et surtout de bien remettre cette fameuse balance des bénéfices-risques dont on parle beaucoup en santé et que finalement, quand on veut exercer ses droits, quand on est patient ou usager ou citoyen, on va essayer aussi de faire. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des difficultés à parler, notamment dans le cadre du numérique et encore plus dans l'IA. C'est quoi les bénéfices que le partage des données de santé va pouvoir apporter pour soi, pour les autres, parce que faire avancer la recherche, c'est un bénéfice collectif, etc. Et puis aussi la question des risques qui sont souvent beaucoup de préjugés, nous on le voit, beaucoup de peurs qui sont pas les bonnes, pas bien placées, donc à déconstruire et qui nécessitent aussi de renforcer la transparence des acteurs qui utilisent ces données de santé, donc fameux équilibre. Et ça reste après positif, parce qu'on avait le baromètre sur la connaissance des données de santé du Health Data Hub, dont on était aussi partenaire, montrait que finalement, un Français sur deux souhaitait être davantage informé sur justement les projets de recherche, etc., qui utilisent les données de santé. Et donc, il y a quand même une appétence, il y a quand même une envie d'en savoir plus et qui doit encourager les acteurs privés notamment à faire plus d'efforts en ce sens-là. Tout à fait, et cette question de bénéfice rejoint ce que disait Monsieur Kirchner sur la bienfaisance et de pas uniquement regarder la malfaisance en parlant des normes et du marquage CE tout à l'heure. Peut-être une question rapide d'un participant qui rebondissait sur la proposition sur les labels. Je ne sais pas si Mathilde, la question c'était en rapport avec la proposition sur l'intérêt de créer un label. Pourquoi ne pas créer une loi? Donc, pourquoi un label? Oui, alors c'est une très bonne question. Sur l'aspect d'un label, notre proposition à nous, elle se base sur le constat que les technologies, elles évoluent assez rapidement. Les technologies qui existent aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qui existeront demain et ça nécessite d'avoir une approche qui puisse être flexible. Et pour nous, le label, en ce qui concerne l'encadrement des dispositifs, pourrait répondre à ces préoccupations-là, notamment en pouvant faire évoluer le cahier des charges qui permet justement d'attribuer un tel label. Après, il y a d'autres enjeux dont on parle également dans nos recommandations, par exemple sur l'évaluation des dispositifs, qui nécessiterait là, par contre, de passer plutôt par l'aspect législatif et par la loi pour, par exemple, renforcer le mandat de la Haute Autorité de santé ou d'autres acteurs. Donc, en fait, ça dépend vraiment sur quel plan on se place. J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je crois qu'on arrive à la fin de notre session. Et donc, je vais, pour conclure, simplement tout d'abord remercier l'ensemble des participants, des gens qui se sont connectés, mais aussi bien sûr de nos panélistes. Merci à tous les trois pour votre participation à la discussion. Le rapport est en ligne à partir de maintenant sur le site d'Action Santé Mondiale. Et comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'un rapport qui dresse effectivement un certain nombre de constats et qui fait un certain nombre de propositions. Ce sont des propositions. En tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes tout à fait intéressés pour pouvoir continuer à discuter, pour pouvoir confronter nos points de vue, pour pouvoir améliorer certaines des propositions. Donc, j'encourage l'ensemble des participants à continuer cet échange avec nous ou dans d'autres sphères. Et je remercie tout le monde pour votre participation. Merci et à très bientôt. Merci Merci à vous. beaucoup. Et j'espère qu'il va être traduit en anglais aussi. Donc, Ok, duly noted. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.